La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bien le bonjour à tous, bienvenue une fois de plus dans les interviews d'Eric Cooper. Aujourd'hui, on va vous parler du chou. Alors le chou, vous le connaissez, c'est ce légume qui vous accompagne durant vos mois d'hiver. Mais le chou, le saviez-vous, c'est pas seulement un aliment, c'est aussi un médicament. C'est ce qu'explique Christia Bruns dans son livre Le chou et sa feuille, paru chez Testé Éditions. Dans ce livre, elle réhabilite ce légume dans sa dimension thérapeutique. Alors, j'ai eu le plaisir de rencontrer Christia Bruns à la librairie Toute Direction à Liège et je lui ai demandé pourquoi cet intérêt pour le chou. Prendre sa santé en main m'a toujours interpellée. Donc, de fil en aiguille, je me suis intéressée à la naturopathie. Donc, j'ai suivi des formations, j'ai beaucoup lu. Donc, je suis en quelque sorte en formation permanente. Et j'ai surtout expérimenté tout ce savoir que j'avais lu ou auquel j'étais formée. Hippocrate disait déjà que la nature soit ton remède. Les sociétés premières, traditionnelles à l'heure actuelle, ont gardé ce lien avec la nature, d'où mon intérêt pour celle-ci. Donc en 2012, j'ai suivi un cursus en anthropologie pour en savoir un peu davantage sur les sociétés premières, comment ça fonctionnait, dans le cadre d'un diplôme universitaire sur les peuples premiers. Donc, c'était chapeauté par l'Université de Strasbourg, au terme duquel je devais présenter un mémoire. Donc, je me suis mise à la recherche d'un sujet. Je me dis, tiens, de quoi est-ce que je vais parler dans mon mémoire. Les chamans des sociétés premières soignent, des sociétés traditionnelles, comme on les appelle actuellement, soignent avec les plantes qui poussent à proximité. Ici, je savais que nos aînés disent beaucoup du bien à propos du chou. Moi-même, j'ai pu constater l'action bénéfique du chou sur un sein qui présentait une grosseur suspecte. Et je me suis dit que ce serait un bon sujet de mémoire. Donc le chou, c'est une plante bien de chez nous. Et alors j'ai émis l'hypothèse dans ce mémoire, est-ce que le chou peut être un facteur? Est-il un facteur de guérison? Comment cela était possible? Donc j'ai enquêté, j'ai fait des recherches dans les livres anciens, dans les livres modernes. J'ai interrogé des thérapeutes et j'ai récolté des témoignages. Il est apparu donc dans cette recherche, dans cette enquête, qu'il existe une médecine du chou dont l'usage est parvenu jusqu'à nous. Donc ce mémoire est devenu un livre, Le chou et sa feuille, Testé Éditions. Pour bien comprendre, vous venez de parler du chou, mais un chou, c'est quoi exactement? Donc en botanique, il appartient à la famille des crucifères. Maintenant, on appelle cette famille Brassicacées. On reconnaît les crucifères parce qu'ils ont une fleur, il y a 4 feuilles en forme de croix. Il y a 3700 espèces. Donc, elles ont tout en commun le fait qu'elles contiennent du soufre. La roquette, comme le colza, c'est étonnant, appartiennent à la famille des crucifères. Donc, il y a du soufre là-dedans. Pour la plupart d'entre nous, le chou, c'est une plante potagère, un légume qui est cultivé chez nous, comme dans beaucoup d'autres régions du monde. Ce légume, on le mange pour satisfaire notre satiété, notre appétit, et il est utilisé en cuisine. Il y a différentes variétés de choux qui proviennent, donc on a le chou a un ancêtre commun qui est le chou sauvage qui pousse encore sur les côtes normandes ou en Charente-Maritime. Donc les différentes variétés de choux qui sont cultivées à l'heure actuelle proviennent de croisements avec le chou sauvage. Donc les variétés, on les connaît, elles sont sur les étals des magasins. Il y a le chou-fleur, le chou blanc, le chou rouge, le brocoli. Ce qu'on connaît un peu moins, ce sont les choux navets à chair blanche, ce sont des choux, des crucifères. Le rutabaga, qui est un chou à
chair jaune. Il y a aussi les choux raves. Mais le chou, c'est pas seulement un légume qu'on mange. Le chou renferme de nombreuses vertus médicinales et il peut être, dans cette perspective, utilisé de différentes manières. Les nutritionnistes le recommandent pour son apport en vitamines et en sels minéraux. Donc dans ce cas-là, c'est pour fortifier nos défenses immunitaires et préserver ainsi notre organisme. Donc dans ce cas-là, on le mange. Les nutritionnistes, comme il est riche en fibres, mais apporte peu de calories, le recommandent aussi dans les régimes amaigrissants. Il favorise aussi, il est basique, c'est un légume basique, donc il favorise aussi l'équilibre acido-basique. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, notre organisme est très acide vu le stress, la pollution, les choses qu'on mange. Il y a énormément d'aliments qui sont acides, donc manger du chou, c'est bien pour contrer l'effet acide. Il y a aussi la choucroute qui est du chou fermenté, favorise aussi notre équilibre acido-basique et est très favorable à notre flore intestinale. Donc un bon plan, c'est de manger chaque jour une feuille de chou en hors d'œuvre. Et on peut l'agrémenter, c'est très agréable au goût, par une noix ou un petit bout de fromage. Le noix et la feuille de chou s'accordent bien, c'est la lécithine de la noix avec le souffle du chou, ça fait une belle combinaison et qui a beaucoup de saveur. Les phytothérapeutes recommandent le jus en cure. Dans ce cas-là, il est utile au système urinaire et digestif. Ou sous forme de sirop. Il y a le fameux sirop borave qui a été inscrit dans la pharmacopée pendant longtemps en cas de refroidissement. C'est aussi un extraordinaire cataplasme. Donc ici, tous les choux à feuilles sont indiqués. Voilà, donc en fait, l'emploi du chou à des fins curatives est très simple. On le mange, on le boit ou on fait des cataplasmes. Dans votre livre, Le chou et sa feuille, en fait, c'est surtout de la dimension thérapeutique dont vous parlez. Oui, donc, parce que c'est un légume, donc on mange pour satisfaire son appétit, mais il existe une médecine du chou où les écrits des savants anciens et notre modernité nous rapportent les bienfaits curatifs du chou. Il y a une partie de votre livre, et il faut peut-être prévenir les lecteurs, dans laquelle on voit des photos d'une personne qui est soignée avec le chou, une personne qui a eu des grandes brûlures. Vous expliquez un petit peu quel est l'effet du chou en fait sur ces brûlures et comment on fait pour soigner des gens pour soigner les grands brûlés avec justement des feuilles de chou. Voilà, moi je rapporte lorsque j'ai rédigé mon mémoire. Donc j'ai cherché le témoignage de personnes, de médecins, phytothérapeutes qui utilisaient le chou. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir entrer en contact avec un médecin péruvien, médecin chirurgien, le docteur José Avendano, qui a soigné, il y a une vingtaine d'années, pendant plus de 10 ans, dans son hôpital à Cusco, de grands brûlés. Parce que là, il faut savoir qu'au Pérou, les personnes... donc, il a soigné avec des enveloppements de feuilles de chou. Il faut savoir qu'au Pérou, les gens sont très pauvres, ils ne pouvaient pas acheter de médicaments. Et puis, il y a énormément de brûlures parce qu'il y avait, là, dans les montagnes, il n'y a pas d'électricité. Et il était courant que les personnes renversent sur elles des grandes marmites d'eau chaude. Donc, ça occasionnait souvent des brûlures sur une grande partie du corps. Donc, le docteur Avendano a utilisé les enveloppements de feuilles de chou, donc dans des brûlures jusqu'au 3e degré. Donc, il y a beaucoup de détails à ce sujet-là. J'ai tout un chapitre dans mon livre avec des photos, parce qu'il est venu faire une conférence à Liège. Donc, il a parlé de sa pratique et il a montré des témoignages par photo. Donc, le chou a des propriétés calmantes. Il est anti-inflammatoire, cicatrisant et antibactérien.
Le docteur Avendano l'a utilisé comme substitut aux antibiotiques. Donc, il n'a jamais employé dans sa pratique d'antibiotiques. Là, ici, une petite parenthèse. Les botresses liégeoises connaissaient les propriétés antimicrobiennes du chou parce qu'elles enveloppaient, quand il faisait chaud, leur fromage dans des feuilles de chou. Donc, j'en reviens au docteur Avendano. Et alors, donc, il faisait des enveloppements un mois. Donc, pendant un mois. Et dans les cas graves, il faisait ensuite la greffe de la peau, puisqu'il était chirurgien. Et ici, on voit que c'est une alliance entre la médecine traditionnelle et la médecine allopathique, telle que donc cette alliance maintenant est prônée par de nombreux médecins, dont notamment le docteur Thierry Janssen. Et pour le docteur Avendano, c'est un bon plan parce que seul le résultat compte. Là, vous avez parlé des brûlures, mais le chou est aussi bon pour les mamans qui allaitent. Hippocrate, parce que la médecine du chou, c'est une très vieille médecine, Hippocrate en faisait le remède de la femme. Les Athéniennes, déjà à cette époque l'Athènes, mangeaient du chou pour avoir, les Athéniennes donc qui allaient devenir maman, mangeaient du chou pour avoir une bonne lactation. Un usage qui est arrivé jusqu'à nous, connu en maternité, ce sont les feuilles de chou sur le sein en cas d'engorgement, quand la jeune maman allaite. Donc il y a parfois un gonflement dû à cette montée du lait et c'est un bon plan, donc, puisqu'il est anti-inflammatoire et calmant. J'ai une dame thérapeute que je connais, donc elle avait un problème récemment, c'était un carré sang. Elle m'a envoyé son témoignage par email. Elle avait une mastose douloureuse, donc enflammée au sein. Elle a mis des feuilles de chou et ça a vraiment calmé les douleurs. Et le sein est redevenu normal. Donc elle en a fait part à son gynécologue. Alors toutes ces propriétés du chou, on ne peut pas dire que ce sont de remèdes de bonne femme. Tout ça a été prouvé en fait par la science. Et tout ce que vous venez de nous dire, c'est quelque chose de très scientifique. Voilà. D'abord, il faudrait peut-être savoir ce que c'est un remède de bonne femme. Dans son sens actuel, il s'agit d'un remède simple et populaire, plus ou moins efficace. Ici, l'usage du chou semble galvaudé. Mais si on prend remède de bonne femme dans son sens premier, buona fama, ça veut dire remède de bonne réputation. Donc il s'agit d'un remède efficace tel que l'attestent les écrits anciens et modernes. Le chou, c'est basique, mais en fait, j'en avais un petit peu parlé, c'est bourré de plein de bonnes choses en fait. Oui, le chou est généreux. Il apporte des minéraux, sels minéraux et oligo-éléments qui aident l'organisme à bien fonctionner. Donc, il y a du zinc, du fer, du cuivre, du manganèse. Toutes ces substances sont au rendez-vous dans le chou. Les teneurs en ces éléments, naturellement, dépendent de la qualité du sol dans lequel le chou qui est dans votre assiette a poussé. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut préférer un chou qui a poussé de façon écologique. Le chou apporte aussi des vitamines B, B1, B2, B6, B5, B9. C'est très favorable aux futures mamans. Des vitamines K et une vitamine très rare dans le monde végétal, la vitamine U, qui est favorable aux muqueuses. Donc tout cela, tous ces minéraux et tous ces oligo-éléments fortifient les défenses de l'organisme. Le chou contient aussi des antioxydants qui sont susceptibles de contrer l'oxydation de notre corps, due aux radicaux libres. Donc, le chou contient de la vitamine C. Donc, ici, il faut souligner l'importance de la vitamine C. Elle est essentielle au bon fonctionnement de notre organisme et elle n'est pas fabriquée par notre corps. Donc, c'est l'alimentation qui doit l'apporter. Et notamment, la choucroute est très riche en vitamine C. Il y a la vitamine E, des flavonoïdes qui sont des éléments végétaux, de la bêta-carotène
qui est un élément précurseur de la vitamine A, et de la lutéine et de la zéaxanthine. Ce sont des éléments qui sont très favorables pour la vue. La chlorophylle, le chou c'est de la chlorophylle, apporte du magnésium. Et d'après les études actuelles, on sait que la chlorophylle joue aussi un rôle sur les mitochondries, qui sont nos centrales énergétiques, et provoquerait la mort des cellules cancéreuses en les oxygénant. Mais le chou, c'est surtout un remède sulfureux. Il contient du soufre, qui est une aide précieuse pour le bon fonctionnement de notre corps. Et le soufre, ça fait l'objet de nombreuses recherches. Le soufre du chou contient des glucosinolates. C'est une molécule qui est reconnue pour ses propriétés anti-cancer, qui se libère lorsque le chou est haché, coupé ou simplement mâché, comme d'ailleurs lorsque l'on roule la feuille de chou pour faire un cataplasme. Donc on exprime les glucosinolates. Donc le soufre alimentaire permet la production de 2 acides aminés essentiels, la cystéine et la méthionine, qui sont des éléments qui ont de multiples fonctions, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre métabolisme et en réduisant notamment les processus d'inflammation. Est-ce que vous recommandez une espèce de chou en particulier? Est-ce qu'il y en a une Est-ce qu'il y a un super chou? Est-ce que c'est le chou blanc, le chou rouge? Le chou de Bruxelles pas, je suppose, les feuilles sont trop petites. Moi je recommande un chou à feuilles. L'efficacité des cataplasmes est remarquable. Donc, il s'agit d'un soin local. Donc, on applique la feuille de chou sur la partie de l'organisme à soigner. Et quand on a la feuille d'un beau chou, tous les éléments, les principes actifs sont libérés. Donc, la feuille de chou a vraiment une affinité pour ce qui n'est pas bon. Donc, elle attire de l'intérieur vers l'extérieur ce qui n'est pas bon pour l'organisme et lui apporte, comme je viens de le dire précédemment, des éléments importants pour sa reconstruction cellulaire. Donc, en fait, la feuille de chou prend le mauvais et rend le bon. Oui, voilà. Lorsqu'on va dans son épicerie, qu'on achète un chou, comment doit-on le choisir ? On choisira un chou cultivé le plus naturellement possible, de façon écologique, car généralement ils sont cultivés dans un sol riche en humus et le sol apporte des bonnes choses au chou. Les racines du chou donc vont puiser un maximum de minéraux et d'oligo-éléments qui vont se retrouver dans le chou. J'ai demandé, il y a des techniques maintenant, des techniques qui permettent d'évaluer les qualités nutritives d'une plante, ici en l'occurrence du chou. Donc j'ai demandé à un ami, il m'a fait des photos Kirlian, des clichés qui montrent l'aura d'un chou, donc l'énergie dégagée par un chou. Et un chou bio, c'est une très belle image, tandis qu'un chou non bio, conventionnel, l'image est beaucoup moins belle. Il y a également des techniques de cristallisation sensible pour évaluer les qualités nutritives du sol. Et c'est le même, donc ce sont des images qui nous renseignent sur la qualité du sol. Donc, il y a quand même des différences, pour dire simplement. Est-ce qu'il y a une communication entre le chou et l'homme ? Donc, nous vivons dans un système ouvert. Donc, avec les avancées de la physique, c'est connu maintenant. Donc, on vit dans un écosystème. Nos cellules communiquent entre elles, tout comme les plantes ou les arbres communiquent entre eux. Nous pouvons communiquer avec une plante, comme nous pouvons communiquer avec un arbre, et vice-versa. Donc nous sommes en lien
avec notre intériorité comme avec notre extériorité visible ou non visible, et c'est expliqué par la main verte. Ça explique la main verte. Donc l'empathie que nous portons à la plante fera prospérer la plante. Donc si on lui donne des mots d'amour, et tout ça, c'est bien connu. Les personnes, tiens, on va chez une personne, la plante est florissante, la personne dit je lui parle. Et là, j'aimerais parler de Masaru Emoto. C'est un scientifique japonais qui est décédé maintenant, qui a fait des photographies de cristallisation d'eau. Donc, il a fait des photos d'eau, une eau à laquelle on a dit des mots d'amour. La photo, ce sont de magnifiques cristallisations. Et il a fait des photos d'eau où on avait maltraité, donc des mots désagréables, et la photo était horrible. On comprend mieux que la force d'un traitement naturel ne dépend pas d'un seul et unique facteur, l'orientation mentale de la personne, l'intention de la personne qui en bénéficie à son rôle à jouer. Ça y est, c'est fini.